Nous reprenons donc sur cette deuxième partie de matinée, seconde audition. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui deux journalistes d'investigation travaillant actuellement pour Mediapart, M. Fabrice Arfi et M. Michael Hadjenberg. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale et vous remercie vivement de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et de sportifs et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations dont les médias se sont fait écho comme Mediapart. Nos travaux se déclinent donc autour de trois axes: l'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Mediapart a révélé plusieurs affaires de violences sexuelles dans le sport depuis 2019, notamment dans un club de natation de Clamart, où était licenciée l'ancienne ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, ou à Lyon, à propos du comportement d'un président de club de tennis de table à l'encontre de jeunes garçons. L'entraîneur en question ayant admis partiellement les faits, mais ayant été réemployé en Bretagne peu après sa condamnation à 5 ans de prison. Ce sont des exemples, mais il y en a d'autres. En tout état de cause, ces articles, comme les auditions de nombreuses victimes la semaine dernière, semblent démontrer un système dans le milieu du sport où les entraîneurs et les éducateurs peuvent violenter physiquement, psychologiquement et sexuellement des jeunes femmes ou des jeunes hommes pendant de très nombreuses années avant d'être dénoncés et, si les faits ne sont pas prescrits, sanctionnés. De quelle manière, selon vous, les médias peuvent-ils contribuer à libérer la parole? Pouvez-vous nous indiquer votre démarche lorsque vous apprenez, par le biais de lanceurs d'alerte, de telles violences? Quelle suite y donnez-vous? Par ailleurs, la presse s'est également fait écho de scandales liés à la gouvernance dans plusieurs fédérations comme celle du rugby ou du football. En 2018, Mediapart a notamment participé à la révélation de l'enquête Football Leaks. Pouvez-vous nous résumer cette affaire? Est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens, d'après vous, depuis, tant au niveau des suites judiciaires qu'au niveau de la gouvernance du football? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, chacun à votre tour, je le jure, après avoir activé votre micro. Je vous remercie. Je le jure, Madame la Présidente. Je le jure, Madame la Présidente. Vous avez la parole. Alors. Ah oui, voilà. Merci. Tout d'abord, merci infiniment et sincèrement de l'invitation. Depuis 15 ans qu'existe maintenant le journal Mediapart, nous avons été convoqués un certain nombre de fois au sein de l'enceinte parlementaire, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et c'est toujours avec beaucoup d'honneur que nous déférons à ces convocations pour, du point de vue qui est le nôtre, de ce drôle de métier qui est le nôtre, de petit artisan du réel, de participer à la conversation publique et au débat parlementaire dont vous êtes évidemment les véhicules.
Vous avez évoqué un certain nombre d'affaires révélées par Mediapart, et quand on a préparé cette audition, et évidemment on répondra à vos questions, mais quand on a préparé cette audition avec Michael Ashdenberg, avec qui, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, nous co-dirigeons tous les deux le service dit des enquêtes de Mediapart, on a voulu vous parler en particulier d'une affaire qui, si elle est ancienne, elle date de 2011, reste d'une brûlante actualité vis-à-vis des questions qui vous animent, et comme dans le champ de vos évaluations, il y a aussi la question des discriminations qui peuvent être, vous les avez qualifiées de raciales, ethniques ou autres. On a voulu vous discuter avec vous et vous raconter un peu la coulisse, et ça répondra à une partie de vos questions sur les lanceurs d'alerte, le pourquoi du comment, ce que peut le journalisme et ne peut pas, et parfois tant mieux, et les conséquences de la révélation. L'affaire dont je parle, c'est l'affaire qui avait été appelée l'affaire des quotas de la Fédération française de football. C'est une affaire qui nous tient très à cœur et qui, je crois, peut être un éclairage pour votre commission, parce qu'elle est un peu la rencontre d'un tabou et d'une croyance. Le tabou, c'est celui qui, pour certains, oui, même s'ils ne s'en rendent pas compte, même si c'est conscient ou inconscient, peuvent être les instruments de différentes discriminations. La croyance, c'est celle qui est mue par l'amour d'un sport, quel qu'il soit, d'un sport magnifique, ici, le football, et la passion qu'il génère, qui, comme toute passion, peut parfois brouiller la raison. Alors, de quoi parlons-nous ? L'affaire des quotas discriminatoires de la Fédération française de football, c'était l'histoire d'un projet occulte, mais bien réel, qui a été imaginé au sein de la plus grande, la plus puissante, la plus riche fédération sportive du pays, c'est la Fédération française de football. Pour qu'on se remette en mémoire de quoi il s'est agi précisément, tout est parti d'une réunion officielle de la Direction technique nationale, la DTN, c'est le vaisseau amiral de la Fédération française de football, la plus grande direction de la FFF, une réunion qui s'est tenue le 8 novembre 2010. Et l'objectif de cette réunion, c'était de trouver les moyens discrets, j'ai envie d'ajouter forcément discrets, de limiter le nombre de joueurs français de type africain et nord-africain. Et on parle là, il faut bien prendre conscience de ce dont on parle, d'enfants de 12 ans qui étaient susceptibles d'être sélectionnés dans des centres de formation de la Fédération française de football. Cette réunion, nous avons pu en avoir connaissance dans le moindre détail puisqu'elle a été enregistrée. Elle a été enregistrée par ce qu'on peut appeler un lanceur d'alerte, parce que depuis plusieurs mois, il était témoin d'une dérive discriminatoire au sein de cette fédération. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans cette réunion qui était, 1, parfaitement officielle, 2, au sein de la plus importante direction, de la plus importante des fédérations françaises de sportives. Je dis ça parce que quand nous avons fait ces révélations, on a entendu parler, mais c'est du café du commerce, les gens ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent entre eux, etc. Non, c'est une réunion officielle comme il y en a ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que dans cette réunion, il y avait une sorte de trio moteur dans une discussion et dans ce que nous allons qualifier d'affaire des quotas, qui est incarné par 3 personnes, ce trio, évidemment. Le premier étant le patron de la direction technique nationale de la Fédération française de football, François Blacquart, qui lance une discussion sur le recrutement des enfants dans les centres de formation et de ce qu'il appelle, je cite, « l'approche de population ». De population, le sous-jacent de tout ça, c'est que peut-être que dans les centres de formation français, de football, pour tout un tas de raisons, il y a une surreprésentation d'un certain type, et on va parler de type ethnique, et une sous-représentation d'autres, avec des discussions dont je vous parlerai, y compris sur les capacités physiques et intellectuelles qu'on pourrait appliquer à telle ou telle race. La deuxième personne de ce trio, c'est Éric Montbaerts, qui est le sélectionneur. À l'époque, il était le sélectionneur des espoirs de l'équipe de France de football, et qui dit, je cite, de point ouvrez les guillemets, dans cette réunion du 8 novembre 2010, « faut qu'on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité. Oui, non ?» pose-t-il la question. Enfin, auquel cas, on est obligé de le faire sous le coude. Donc le caractère occulte dont je parlais est formulé par l'un des acteurs de cette réunion. Le troisième membre de ce trio, c'est une personnalité très connue, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, qui s'appelle Laurent Blanc. Laurent Blanc, à cette proposition, répond « Moi, j'y suis tout à fait favorable. Sincèrement, ça me dérange beaucoup. Ce qui se passe dans le football actuellement, ça me dérange beaucoup. À mon avis, il faut essayer de l'éradiquer. Et, croit-il devoir préciser, cela n'a aucune connotation raciste ou quoi que ce soit.
Laurent Blanc, je termine la citation, enfin je clôt la citation, c'est moi qui parle, se plaint que des joueurs formés en France, mais non retenus dans des formations françaises nationales de football, partent jouer dans des équipes, il précise, nord-africaines et africaines. Il ne parle pas de la Suède ou de je sais quel autre pays, on parle bien d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, et il propose d'en limiter le nombre. Limiter est un mot qui est utilisé par Laurent Blanc. Nous parlons encore une fois d'enfants de 12 ans français. Alors la discussion se poursuit. Éric Monbaert, dont j'ai parlé, propose un chiffre, un quota de 30%. Monsieur Blacard, dont j'ai parlé, dit qu'il veut moins de 30%, mais précise-t-il, citation de point ouvrir les guillemets, pas officiellement, évidemment. Et là, pendant la discussion, un homme se lève et qui décide de s'opposer publiquement au projet terrible qui est en train de se dessiner. Il s'appelle Francis Smerecki, il n'est plus là aujourd'hui pour témoigner. Il est décédé il y a quelques années et il lâche le mot « c'est discriminatoire ». Ce qui est en train de se passer, le projet dont nous parlons, est discriminatoire. À l'initiative de Laurent Blanc, la discussion va se poursuivre et même, si j'ose le terme, dériver sur ce que je vous disais tout à l'heure, des critères raciaux que l'on pourrait appliquer à des capacités physiques et intellectuelles. Ainsi, les Noirs seraient, je cite Laurent Blanc, « grands, costauds, puissants ». On doit comprendre que les Blancs seraient plus habiles et plus malins, balle au pied. Laurent Blanc, toujours lui, s'étonne de la surreprésentation, d'ailleurs, du nombre de joueurs de type africain, excusez-moi de l'expression de type africain, en France. 2 points, ouvrez les guillemets. Dit-il, les Espagnols, ils disent « nous, on n'a pas de problème, des Blacks, on n'en a pas ». Citation de Laurent Blanc. Éric Monbaert renchérit, le jeu, c'est l'intelligence, donc c'est d'autres types de joueurs. Tout est lié. Nous sommes au cœur de la Fédération française de football avec les gens qui décident de la politique sportive et avec elle sociale, d'intégration ou non, de ce qui est l'un des plus puissants miroirs de la société française. Et M. Blacard, le DTN, ajoute, ça n'était donc pas qu'un projet, qu'une consigne avait déjà été donnée en ce sens au directeur de l'Institut national du football, qui est à Clairefontaine, un homme qui s'appelle Gérard Prêcheur, et je dois vous préciser que 10 ans après nos révélations, Gérard Prêcheur, qui n'avait pas voulu témoigner publiquement à l'époque du scandale, a parlé à Mediapart dans une vidéo. Il confirmera que des consignes lui avaient été données, et je le cite, on lui avait demandé de, ouvrez les guillemets, prendre au moins 50% de vrais Français parmi des enfants qui tous étaient français. Et il a ajouté, on a compris qu'il fallait se baser sur la couleur de peau. Puisque comment devine-t-on un éventuel binational qui est français, si ce n'est sur sa couleur de peau, la consonance de son nom, éventuellement sa religion. Dans le cadre de cette enquête, un ancien directeur du même Institut national du football, qui est situé à Clairefontaine, qui s'appelle André Merel, a confirmé que pendant la période, il avait senti, je le cite, à la DTN, des relents racistes. Le terme raciste est le sien, un terme que nous n'avons jamais utilisé dans nos colonnes. On a préféré parler de quotas discriminatoires. Concrètement, pour qu'on se figure ce dont on parle, voilà ce qui se serait passé si des lanceurs d'alerte, des sources dont la loi nous autorise à protéger le secret, ne nous avaient pas alertés pour mettre fin à ce qui était en train de se préparer. Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, 2 enfants de 12 ans qui rêvent de devenir footballeurs, qui ont les mêmes qualités, qui sont tous les 2 français, et n'auront pas les mêmes chances d'intégrer un centre de formation. Tout cela au nom d'une hypothétique double allégeance. On va considérer que celui dont on imagine qu'il a un ascendant né à l'étranger, donc ce que je vous disais, par la couleur de peau, par la religion qu'il pratique, par la consonance de son nom, comme un potentiel traître au maillot. Le privilège des Français en politique, ça porte un nom, c'est la préférence nationale, appliquée là à une politique sportive. Quelles ont été les réactions de Laurent Blanc, puisque comme son nom est évoqué, vous imaginez le sélectionneur de l'équipe de France pris dans la tourmente d'une telle histoire, ce que ça peut provoquer médiatiquement. Comme la loi nous l'impose, nous avons, par respect de ce qui s'appelle dans la loi de 1881 le respect du contradictoire, tenté de joindre évidemment Laurent Blanc avant la publication de notre enquête pour qu'il commente, qu'il réagisse. Il n'avait pas souhaité réagir, mais le soir de la publication, il m'a appelé et au téléphone, il m'a dit qu'il n'avait pas participé à cette réunion. Je vous raconte tout ça parce que
sur la fabrique de l'information et les conséquences que ça peut avoir au sein d'une fédération, ça n'est pas sans intérêt de mon point de vue. Je lui dis qu'il existe une photo de sa présence à cette réunion et qu'elle est même sur le site de la Fédération française de football. Donc, il y a eu besoin d'une grande investigation là-dessus. Il m'a répondu « ah bon ?» mais il a dit ensuite que les propos qu'on lui prête, il ne les a jamais tenus. Et nous lui avons dit que nous détenons la preuve que ces propos ont été tenus. Et il m'a répondu, ouvrez les guillemets, « ah, si vous avez la preuve, je suis prêt à discuter. » Très bien, j'adore discuter, c'est même le sel de mon travail. Cette discussion n'aura finalement jamais lieu. Pire que ça, le lendemain de ce coup de téléphone, il tient une conférence de presse, dans mon souvenir, c'était à Bordeaux, durant laquelle il affirme, ouvrez les guillemets, « tout est faux. Je n'ai jamais entendu parler de quotas. Pour moi, il n'y a pas de projet de quotas et c'est un mensonge de dire que le sélectionneur y a participé. » Le sélectionneur, c'est lui, il parle comme Alain Delon à la troisième personne. Et j'ajoute, moi, sans craindre l'audace, Laurent Blanc va dire aussi, ouvrez les guillemets encore une fois, « si certains ont cautionné un projet avec des quotas, il faut les punir. » Le lendemain de cette déclaration, Mediapart décidait de publier le verbatim intégral au mot près de ce qui s'est dit pendant la fameuse réunion du 8 novembre 2010. Et Laurent Blanc finira par s'excuser quelques jours plus tard, aux 20h de TF1, de propos qu'il démentait avoir tenus quelques jours auparavant. Ça pose la question de qu'est-ce qui s'est passé au sein de la Fédération française de football, et sur les conséquences et sur l'après, Mickaël vous en dira bien plus que moi. Donc j'arrive à la fin de mon exposé préliminaire. Une commission de la FFF a été créée pour investiguer sur les faits. Elle était présidée par le député Patrick Braouzek et le magistrat Laurent Davnas. Et elle est venue intégralement confirmer ce que nous avions raconté dans le journal. Les deux auteurs écrivent même dans leur rapport, je cite encore une fois, ouvrez les guillemets, « la portée des propos du 8 novembre 2010 pourrait être telle que des enfants de 12 ans français se verraient refuser l'entrée aux pôles de formation nationaux sur un double critère de discrimination, entre parenthèses, origine et apparence physique. » Et les auteurs préconisaient encore, ouvrez les guillemets, d'abandonner toute réflexion sur la nationalité sportive, qui est un faux débat, disait-il, pouvant rapidement engendrer des pratiques discriminatoires moralement inacceptables, pénalement répréhensibles et médiatiquement catastrophiques. Mickaël vous dira quelles ont été les conséquences de ce constat pourtant accablant. J'en terminerai pour ma part avec les mots d'un historien dans une tribune qu'il a confiée à l'époque de la polémique, du scandale, de l'affaire, appelons ça comme vous voulez, à Mediapart. Opposer le physique, entre guillemets, aux techniques, entre guillemets, et racialiser l'un et l'autre est une absurdité sportive, est une faute morale. Cet historien a été ministre de l'Éducation jusqu'à peu, il s'agit de Pape Ndiaye.